commence une valse des gouvernements, ça va être le début de la 4e République, où on change de gouvernement pratiquement tous les mois. Donc ils n'ont plus d'interlocuteurs. Il ne faut pas oublier que la France de 1946, elle est ruinée. Elle est ruinée. Il y a eu la guerre en France. Il y a eu même une guerre civile, on peut dire, entre les gaullistes et les pétainistes. Il y a la résistance, la milice, la collaboration. Il y a eu tout ça. La France de 1946, elle est ruinée. La France de 1946, elle a d'autres préoccupations que le Vietnam. La France de 1946, le Vietnam ou l'Indochine, c'est très loin. On s'en fiche. Ça n'intéresse personne. Donc on a deux chefs militaires, l'amiral d'Argelieu et le général Leclerc, qui n'ont plus de directives. On a les Américains qui commencent à abandonner Ho Chi Minh parce que les Américains se disent, après tout, maintenant la guerre est finie. On en a assez. Nous, on retourne aux États-Unis, que les Chinois se débrouillent. Qui soutient Ho Chi Minh? Les Russes. Mais les Russes sont très loin. Ils sont très loin. Eux non plus, ça ne les intéresse pas. Ils viennent de subir une guerre épouvantable. Donc finalement, à nouveau, pour une seconde fois, on a une situation assez confuse et inextricable. Alors que fait Ho Chi Minh pendant toute cette fin de l'année 45, début 46? C'est de renforcer son gouvernement, de renforcer son pouvoir, d'éliminer les partis autres que le parti communiste. Donc il élimine les trotskistes, il élimine les nationalistes, mais c'est difficile parce que les Chinois sont encore là. Il élimine les partis pro-japonais. Il essaye de renforcer son autorité. Et puis, à partir de 1945, les Français qui débarquent au Sud font la guerre au Viet Minh. Donc on a une situation de guerre, c'est-à-dire que très clairement l'amiral d'Argelieu dit, moi, tous ces révolutionnaires, là, il faut les éliminer. Donc on a une guerre de reconquête coloniale au Sud, en Cochinchine, d'autant plus facile pour l'Argelieu qui dit la Cochinchine, ce n'est pas un protectorat, c'est la France, c'est une colonie. Donc là, on revient, on est chez nous. Donc le Viet Minh, tous ces petits partis, là, on les combat. Au début de l'année 1946, Ho Chi Minh n'arrive pas à chasser les Chinois. Les Chinois s'installent au nord. Et les Chinois pillent absolument tout. C'est-à-dire qu'ils démontent les portes, les fenêtres, les poignées de portes. Ils emmènent tout, les tuyauteries. Enfin, c'est il y a des récits absolument incroyables. Les Chinois repartent chargés de tout ce qu'ils peuvent voler. Et à ce moment-là, Ho Chi Minh se dit, il faut que je négocie avec les Français. J'arriverai toujours davantage à négocier avec les Français un statut qui nous conduira à l'indépendance qu'avec les Chinois. Avec les Chinois, je ne pourrai jamais négocier. Ce sont les Chinois nationalistes. Il faut oublier qu'ils avaient mis Ho Chi Minh en prison. Hein. Ho Chi Minh est resté plus d'1 an en prison, jeté par Chiang Kai-shek. Il y a une inimitié depuis les combats de Shanghai aussi, quand Chiang Kai-shek avait massacré tous les communistes chinois. Hein. Donc, Ho Chi Minh se dit, il vaut mieux que je négocie avec les Français. Au moins les Français m'aideront à chasser les Chinois. Et c'est ce qui se passe. Donc il y a des rencontres entre Ho Chi Minh, le général Leclerc, l'amiral d'Argelieu, qui conduisent aux accords du 6 mars 1946, où Ho Chi Minh accepte que des troupes françaises débarquent au nord, à Haiphong et à Hanoï. Donc là, on va avoir une situation absolument incroyable, où on a un gouvernement vietnamien, hein, qui a été déclaré le 2 septembre. On a des troupes françaises qui occupent la Cochinchine en disant c'est une colonie et qui sont en train d'en chasser tous les Viet Minh, toutes les forces révolutionnaires. On a les Chinois qui occupent toujours le port d'Haiphong et les Français vont finir par les combattre. Et donc les troupes chinoises finissent chassées par les troupes françaises et Viet Minh, chasser les Chinois. Et donc ça va être le début de la période des différentes négociations entre le Viet Minh et les Français. Alors il va y avoir des premiers préaccords, en particulier qui vont conduire à une conférence à Dalat en avril 1946. Alors, qu'est-ce que c'est les enjeux de ces accords? Il y a déjà eu une convention qui a été signée le 6 mars 1946 entre Saint-Denis, donc qui représente le général de Gaulle, et bien que le général de Gaulle ne soit plus là, mais Saint-Denis qui continue à gérer comme il peut. Il a presque pas d'instruction de Paris. Il faut bien voir que cette situation est absolument folle. On a des Français sur place qui n'ont pratiquement pas d'instruction et qui agissent un petit peu chacun selon son tempérament, selon ses convictions, selon ce qu'il découvre.
il est clair que Saint-Denis et Leclerc sont plutôt favorables à une émancipation vietnamienne, sont plutôt des libéraux. Mais ils n'ont pas d'instruction de Paris. D'Argentlieu, c'est un religieux, il est clair que lui serait plutôt dans une situation de revenir au statut d'avant 1940. Mais ils ont les mêmes grades, il n'y a aucune cohésion entre eux, et donc chacun avance un petit peu. Alors, les accords de Saint-Denis avec Ho Chi Minh du 6 mars 1945, ça serait que la France reconnaît l'État libre du Vietnam, qui serait membre, tout de même, qui resterait membre d'une fédération indochinoise dans le cadre de l'Union française. C'est-à-dire qu'en fait, on reconnaît une certaine autonomie, mais on se refuse toujours, les Français se refusent toujours, c'est fascinant, à prononcer le mot indépendance. Pour eux, ça serait une sorte d'autonomie, avec un gouvernement qui aurait un certain nombre de libertés, mais qui n'aurait pas forcément les pouvoirs les plus forts, c'est-à-dire la justice, les finances et l'armée. Mais permettez-moi de vous interrompre, parce que, comme vous avez dit l'autre fois, Saint-Denis n'a aucune puissance, donc au support de qui Saint-Denis a pu, déployer des troupes françaises pour, Alors, c'est pas Saint-Denis qui déploie les troupes françaises, c'est le gouvernement français, je vous l'ai dit. Les troupes françaises reviennent à l'automne. Elles débarquent en septembre, octobre, décembre 1945. Là, il y a encore le général de Gaulle. Le général de Gaulle quitte le pouvoir en janvier 1946. Oui. À partir de janvier 1946, il y a en France un ministère des colonies, mais il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de directive très précise. Donc, Saint-Denis négocie un petit peu en fonction des anciennes directives qu'il avait reçues et de quelques directives qu'il reçoit du ministère français des colonies, mais vous le verrez dans les documents, ce sont vraiment des directives extrêmement floues, qui sont un peu faites au mieux. Faites au mieux, mais faites au mieux tout de même pour que le Vietnam ne soit pas indépendant. Parce qu'il ne faut pas oublier que la France a un empire colonial extrêmement important, où là aussi, il y a des événements. Il ne faut pas oublier qu'en Algérie, en particulier, le 8 mai 1945, il y a eu la révolte de Sétif. Il y a eu des révoltes un petit peu partout. Il y a eu quelques révoltes au Maroc. Il y a eu quelques mouvements de révolte en Afrique noire. La peur, la grande peur de la France, c'est qu'elle se dit, si on accorde l'indépendance au Vietnam, eh bien, tous les pays colonisés vont demander leur indépendance. Et là, ça va avoir une influence économique beaucoup plus grande. Par exemple, la France, qui est ruinée en 1946, elle s'appuie beaucoup sur le Maghreb, sur l'Algérie, le Maroc et la Tunisie pour fournir du blé, du vin, des matières premières. L'Afrique noire aussi s'appuie beaucoup dessus. Donc, il est clair que la France a peur d'un effet de domino, en se disant, si on accorde l'indépendance au Vietnam, ben alors l'Algérie va le demander, la Tunisie, le Maroc et l'Afrique, et déjà, on sort ruiné de la guerre, mais si on perd nos colonies, alors on sera totalement ruiné. Donc, les seules directives que reçoit Saint-Denis, c'est négocier un petit peu, en attendant qu'on envoie suffisamment de soldats. Quand on aura suffisamment de soldats français en Indochine, on sera en position de force pour négocier avec Ho Chi Minh. Donc il y a une course de vitesse entre le Viet Minh, qui veut à la fois lui aussi se constituer une armée extrêmement solide et un pouvoir politique solide, et les Français qui veulent mettre suffisamment d'hommes, de troupes, pour négocier en cas de négociation. Une autre chose, messieurs, comme vous avez dit, les Britanniques aident les Français. Oui, absolument. Aident les Français. Mais pourquoi les Britanniques n'aident pas depuis 1944? Parce que, comme vous avez dit, les Britanniques alliés aux Américains, les Américains n'aiment pas que De Gaulle entre en Indochine. Donc, pourquoi les Britanniques aident les Français tandis qu'ils sont alliés avec les Américains, et pourquoi ils n'aident pas depuis 1944 mais jusqu'à 1945? Les Anglais sont très embêtés parce qu'ils ont, comme vous le dites très justement, les Anglais sont déchirés entre rester dans leur alliance avec les Américains et aider les Français. Mais à partir de la fin de 1944, la situation des Français en Indochine est très difficile. Il y a une population d'environ 20 000 Français, soldats, civils, femmes et enfants. Depuis 1900, leur situation est difficile. Ils sont très peu ravitaillés. Après le coup de force japonais de 1945, il y a une famine aussi chez les Français. Donc il y a une sorte quand même de mouvement humanitaire des Anglais.
Et puis les Anglais, à la fin de l'année 1945, ils s'aperçoivent que ça bouge dans leurs colonies aussi. Ça bouge en Inde, ça bouge en Birmanie, ça bouge aussi dans certaines de leurs possessions africaines. Ils sentent qu'il y a un besoin d'une solidarité coloniale. Et donc, au milieu de 1945, comme on sait que la guerre est perdue pour les fascistes, les Anglais commencent à penser à l'après-guerre. Et l'après-guerre, n'oubliez pas que Churchill, par exemple, à la conférence de Potsdam, ou même à la conférence de Yalta, Churchill est très contre Staline. Roosevelt, vous savez qu'on a dit que Roosevelt avait été un peu manipulé par Staline. Et au moment où Roosevelt et Staline se partagent le monde, hein, finalement, avec l'Allemagne de l'Est, Churchill est très contre ça. Churchill a deviné qu'une troisième guerre risquait d'arriver contre Staline, contre le monde communiste. Et donc à ce moment-là, si vous voulez, les Anglais sortent de la logique de la Seconde Guerre mondiale qui était lutte contre les fascistes, contre les nazis, contre les Italiens et contre les Japonais, pour passer à, je dirais, ce qui va devenir bientôt la guerre froide. Et donc 1945, la guerre finit le 8 mai 1945, mais tout le reste de l'année 1945, n'oubliez pas que l'idée de Churchill, c'est de pousser, c'est d'occuper Berlin et de ne pas laisser Berlin aux Russes. C'est aussi l'idée du général américain Patton, par exemple. Ouais. Donc, oui, on est sorti du contexte des alliances de la Seconde Guerre mondiale pour passer dans un contexte de guerre froide. Et dans cette guerre froide, évidemment, le monde colonial va devenir un enjeu extrêmement important. Parce que Churchill comprend bien que le discours marxiste fonctionne auprès des populations colonisées et que beaucoup de mouvements d'émancipation nationale sont soutenus par le Comintern. Et donc, à ce moment-là, l'Angleterre se sent plus proche de la France que des Américains et surtout pas, évidemment, des communistes. Donc ça explique pourquoi les Anglais soutiennent finalement, les Français soutiennent le retour des troupes françaises à la fin de l'année 1945 au Sud-Vietnam. Encore une chose, que pensez-vous du rôle de Ho Chi Minh pendant les années 1940 et 1945 pourquoi et comment Ho Chi Minh peut réunir tous les partis nationalistes dans un seul front contre le fascisme? Je crois que la grande force de Ho Chi Minh, c'est que c'est un organisateur. Il a été formé à Moscou, il a été formé à l'école du Comintern, qui est une école extrêmement efficace. Donc il sait qu'il faut former des hommes, il faut former des cadres, il faut former une armée, il faut former des techniciens, de façon à prendre le pouvoir. Et donc c'est ce qui va s'appliquer à faire pendant toute la guerre, alors que les autres partis sont des partis souvent d'origine bourgeoise, qui ne s'appuient pas sur le peuple. Les partis nationalistes, souvent, c'est un parti qui recrute ses membres dans la bourgeoisie des villes, chez une certaine élite. Le parti pro-japonais, lui, est un parti de circonstance. Le véritable ennemi, l'ennemi le plus grand de Ho Chi Minh à ce moment-là, c'est les trotskistes, parce qu'eux aussi sont très organisés. Eux aussi ont compris qu'il fallait s'appuyer sur les masses populaires, paysannes ou ouvrières dans les villes. Et donc, ça va être la vraie concurrence va être entre le Parti communiste vietnamien, enfin, indo-chinois, et les trotskistes. Mais Ho Chi Minh a une grande expérience. Ho Chi Minh, il a 30 ans de vie clandestine derrière lui. Donc, il est habitué à cette vie clandestine et surtout, il est entouré d'hommes remarquables, que ce soit Pham Van Dong, que ce soit le général Diab, que ce soit bien d'autres. Il a une équipe. Il a une équipe solide. Et par ailleurs, l'autre grande force de Ho Chi Minh, c'est de savoir merveilleusement utiliser les circonstances. C'est-à-dire qu'il va toujours avoir un coup d'avance, un peu comme aux échecs. Il va toujours avoir un coup d'avance sur ses concurrents. Il va comprendre que pour obtenir de l'aide américaine, il faut oublier le discours anti-français, mais tenir un discours d'un front antifasciste, anti-japonais, de façon à être aux côtés des Alliés. Il y aura même des rencontres entre les Français et Ho Chi Minh pour former des opérations contre les Japonais. Alors, ça va être souvent des opérations de pure propagande, mais Ho Chi Minh va beaucoup tirer parti de ça, en disant, voilà, moi j'oublie pour l'instant ma lutte contre le colonisateur français, nous devons concentrer nos énergies contre les Japonais. Alors, ça plaît beaucoup aux Américains qui vont le soutenir, et puis ça va aussi, c'est un discours qui va beaucoup plaire aux Vietnamiens, en disant, les choses vont se passer tout doucement, et puis
il va aussi formidablement bien savoir exploiter, hélas, les dramatiques famines, l'absence du pouvoir français, l'abandon total par les Français. Toute l'administration s'effondre. Ça veut dire le système de santé, ça veut dire les routes, ça veut dire les trains, ça veut dire l'électricité, tout ça. Donc tout d'un coup, Ho Chi Minh va exploiter tout ça en faisant porter aux colonisateurs français le poids de cette absence, alors qu'en fait c'est la guerre qui en est la cause. Mais un pauvre paysan vietnamien, il est assez facile de lui dire voilà, tout ça c'est la faute des Français qui vous spolient depuis des années, plutôt que de lui expliquer que ce sont les conditions de la guerre. Donc Ho Chi Minh va extrêmement bien gérer cette situation, et puis je crois qu'il a vraiment en tête, il a, à la différence des autres, il a un vrai plan. Je dirais que, comme on l'a vu, les Français n'ont pas de plan, ils sont totalement désorganisés, puisqu'il y a deux forces. Les Américains ont un plan à assez court terme, les Anglais changent vite de stratégie. Le seul qui, dans toutes ses forces contradictoires, soit cohérent, c'est Ho Chi Minh. Cohérent et malléable, il s'adapte. Il s'adapte avec les Chinois contre les Français, avec les Français contre les Chinois, avec les Américains contre les uns et les autres. Il est très mobile. Il est capable d'avoir une vision politique, puisque lui poursuit un seul objectif politique, c'est l'indépendance du Vietnam. Voilà. Il a une idée que, voilà, c'est aussi 1945, c'est la révolution d'août et la déclaration de l'indépendance. Et ici, si on voit cette flèche, en 1940, les Japonais commencent à envahir le sud-est d'Asie, oui. Y compris la Malaisie, Singapour, etc. Mais en 1942, comment dire, l'invasion semble de cesse, c'est ça? En 1942. Elle bascule, c'est-à-dire qu'il y a un reflux. Les Japonais qui étaient dans un mouvement d'expansion, oui. D'abord comme ils se sont attaqués aux États-Unis, à l'Amérique, l'attaque de Pearl Harbor, et là l'Amérique commence à mettre toute sa puissance, et la puissance japonaise culmine dans cette année 42-43, mais après il y a un repli. Donc, oui. Voilà, il y a un nouvel acteur qui est entré en jeu, c'est les États-Unis quand même, oui. L'Amérique. Oui. Et comme nous avez dit, depuis 1940, la France a été défaite. Complètement, bien sûr. En fait. Donc, il y a une idée qui dit que depuis 1942, les Viet Minh, Ho Chi Minh, peut faire la révolution depuis plus tôt, 1942. Il ne faut pas attendre jusqu'à 1945 pour faire la révolution d'août. On peut le faire un peu depuis ça. Non, je crois pas. Je crois pas. Je crois qu'Ho Chi Minh, sa grande puissance, ça a été la capacité d'adaptation aux circonstances. Ça a été sa capacité d'adaptation aux circonstances. Penser en 1942 que la révolution pourra se faire là, non. Je sais que les Vietnamiens, un certain discours officiel qui veut antérioriser l'action du président Ho Chi Minh, justement pour montrer que les autres partis n'ont pas compté. Je crois que là, il faut être plus prudent. Je crois qu'il pense à s'organiser, évidemment. Il s'organise à partir de 1900, quand il revient au Vietnam à partir de 1941, mais il ne faut pas non plus oublier que les Français continuent à pourchasser les Viet Minh. Les Français de l'amiral de Cou continuent à... Il y a eu une révolte Viet Minh en 1940 au sud du Vietnam qui a été écrasée dans le sang. Ouais. Donc les Français continuent quand même à pourchasser le Viet Minh. Hein. Donc je pense qu'Ho Chi Minh, je ne crois pas qu'il ait une vision très précise en 1942 de déclencher un mouvement révolutionnaire. Simplement, il met en place des structures politiques, des structures militaires, des structures sociales qui lui permettent d'être efficace dès que les circonstances le lui permettront. Il a compris que la guerre serait mondiale, il a compris qu'un jour les Japonais sans doute se replieraient, il a aussi compris que le Pacifique allait devenir une nouvelle zone d'influence, il a compris que les Américains dans la guerre ça allait changer la donne, il a compris que les autorités françaises finiraient par partir. Il ne faut pas oublier qu'en 1942, l'Afrique du Nord a été occupée par les Américains. L'Allemagne commence, à partir de 1942, c'est une année de crête, hein, c'est une année où la guerre en Europe, tout d'un coup, l'Allemagne envahit toute la France, puisqu'il y avait deux zones, les Américains et les Anglais occupent l'Afrique du Nord, l'Afrique bascule totalement dans le camp des Alliés,
Les Anglais arrivent à repousser les Allemands qui s'approchaient de l'Égypte. Donc 1942, c'est aussi une année où les Russes commencent à reprendre les grandes offensives contre les Allemands. Donc le président Ho Chi Minh sent que là, il y a une bascule. Hein, mais je ne crois pas qu'on puisse dater réellement. Il y a très peu de textes de lui. Par exemple, je ne crois pas qu'il y ait des textes d'Ho Chi Minh datant de 1942 et mettant en place réellement les éléments d'une révolution nationale qui conduiront aux journées d'août. Je crois qu'au contraire, ça a été, et ça renforce encore, à mon sens, la grandeur de la vision d'Ho Chi Minh, ça a été d'être... Quand tous les autres étaient là, Ho Chi Minh était là. C'est-à-dire qu'il voyait, hein, quand tous les autres petits partis continuaient à s'entre-déchirer sur le lieu du pouvoir, Ho Chi Minh était là. Et donc il dominait la situation, il voyait évidemment beaucoup plus loin que les autres, et donc je crois que son objectif c'était de constituer une force, de constituer des cellules de base, de convaincre les paysans, de leur parler, puis il a besoin d'hommes, de façon à ce que le moment venu, eh bien, ils puissent réellement enfin arriver à l'émancipation et à l'indépendance nationale. Je crois que ça a été ça sa grande force, c'est sa capacité d'adaptation. Donc, devant août 1945, est-ce qu'il a une occasion, une chance, même tout un petit pour Ho Chi Minh, pour les mouvements? Alors, vous avez raison, août 1945, c'est la chance. Là, il se dit, je pense que je ne suis pas à sa place, mais il s'est dit, là, j'ai une chance à saisir. C'est la seule chance. C'est la seule. C'est la chance. Les Américains finiront par me lâcher, hein, parce qu'il n'est pas idiot. Il sait bien lui aussi que le monde va, même s'il a très peu d'informations, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans un monde où on n'a pas d'informations. Mais Ho Chi Minh, en août 1945, se dit les Japonais ont capitulé, les Américains sont quand même des alliés de circonstance avec le monde communiste, mais la guerre peut surgir. Les Français ne sont plus là, les Chinois ne sont pas encore en train de régler leurs problèmes. C'est l'occasion favorable. Il faut que, d'ailleurs, il va très très vite hein, pour descendre du Tam Dao à Hanoï. Alors il y a plusieurs versions. Certains disent qu'il a été aidé par les Américains qui l'ont fait avancer grâce à un avion. On ne saura jamais. Hein. En tout cas, il arrive très très vite à Hanoï de façon à être l'homme le plus légitime. Parce qu'une fois de plus, il y a le BNQDD qui est très puissant. Il y a les trotskistes qui sont là, il y a les forces pro-japonaises, pro-Baodai, tout ça, donc qui pourraient aussi. Il y a des démocrates, il y a un parti démocrate qui tout d'un coup est ressurgi, il y a les anciens alliés des Français aussi, il y a Pham Quynh, il y a tout ce gouvernement, là, tous ces gens qui sont là et qui pourraient après tout saisir eux aussi une occasion. Mais une fois de plus, ils sont là, Ho Chi Minh il est là, il voit beaucoup plus loin. Mais il y a une vraie course de vitesse. Il est certain que ce mois d'août 1945, il y a une course de vitesse pour arriver à Hanoï, pour s'emparer des appareils de l'État, pour s'emparer des finances aussi, pour s'emparer de Haiphong, du port, des douanes, pour s'emparer de tout l'appareil hein, qui constitue, je dirais, les insignes d'un pouvoir indépendant et régulier. Parce que l'autre chose qui est très importante, dans le cas de Ho Chi Minh, et on va y venir après, c'est qu'il n'a jamais voulu être reconnu comme un pouvoir insurrectionnel. Ho Chi Minh, il veut être reconnu comme un pouvoir légitime. Après tout, il a vu que la France, le général de Gaulle, était aussi un général qui, au départ, était parti en Angleterre, qui avait été déclaré traître. Donc Ho Chi Minh, c'est très important pour lui d'apparaître comme le pouvoir légitime, avec une armée nationale, avec une organisation nationale, une organisation de la jeunesse, etc. Il est légitime, il veut être légitime. C'est pas un putschiste. Hein, c'est pas un coup d'État à la sud-américaine, c'est pas un coup d'État mexicain. C'est la prise du pouvoir régulière par un mouvement populaire. Voilà. Et c'est très important parce qu'on va le voir dans les journées de Fontainebleau et dans la suite, c'est là-dessus que ça va bloquer. Donc, vous avez dit que août 1945, c'est la chance favorable. Est-ce que c'est la seule chance? La seule? Parce que ça a été la seule occasion, le mois d'août 1945, pour Ho Chi Minh, difficile de répondre. On ne peut pas faire de l'histoire fiction. Hein. Il est certain que si jamais il avait attendu davantage, que les Chinois s'installent au nord, si les Français, s'il avait attendu davantage et que les troupes françaises reprennent pied au sud et au nord, il aurait été beaucoup plus difficile pour lui de s'affirmer
politiquement, de représenter tous les mouvements et par ailleurs de vaincre militairement, de constituer une armée. Il aurait très vite été... les forces françaises en 1945, c'est 80 000 hommes. L'armée Viet Minh, c'est 60 000 hommes, plus les supplétifs. Donc il est militairement moins fort. Donc Ho Chi Minh il a tout intérêt à fonder son gouvernement et ensuite à négocier pour renforcer à la fois son autorité et son armée. Ouais. Et dans le livre Paris, c'est un moineau. Oui, on a dit que pendant... Vous regardez votre montre, vous avez une heure limite? Vous devez partir à quelle heure? Le train va partir à 14h. Ah bon, ça va, vous avez le temps. Bon. Oui, dans ça, on dit que Saint-Denis, quand il revient en France juillet 1945, il trouve un manque d'intérêt. Il n'y a pas de gouvernement? Pas de gouvernement, on va y venir. Parce qu'on vient à Fontainebleau, là. Non, 1945, à ce moment-là, De Gaulle apprend en 45. le pouvoir. Oui, 45. Oui, mais ici, voilà, quand Paris, à ce moment, d'autres soucis.